C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui décortique le langage et son impact sur notre société. Dans ce numéro, nous allons réfléchir sur le concept de la paix et l'impact que peut avoir notre manière de parler sur cet idéal de paix que nous souhaitons tous. En effet, chaque année, le 21 septembre, nous célébrons la Journée internationale de la paix. Pourtant, en République démocratique du Congo, cette paix reste fragile, voire inexistante dans certaines régions de notre pays, Gisèle. Exactement, Poli. Cette journée nous rappelle combien la paix est essentielle pour nous permettre de vivre de manière harmonieuse et épanouie. Mais en même temps, elle nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous parlons de la paix, de quelle façon communiquer, nos discours peuvent-ils réellement contribuer à la paix ou au contraire exacerber le conflit. C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Tout à fait. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir un invité. Il s'agit de Lucien Ramazani. Il est philosophe, politiste et enseignant à l'université officielle de Bukavu. Bonjour Lucien Ramazani. Bonjour messieurs les journalistes et madame la journaliste. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant de plonger dans le vif de notre discussion, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scénette se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants. On écoute. Kitoko, c'est quoi cette passe? C'est quoi ça? T'inquiète. C'est comme ça que tu comptes aider notre équipe au prochain match? Amani, t'inquiète. Ça calme. Je sais ce qui est en jeu et je tiens à améliorer. Calme-toi. Mais c'est quoi ça les gars? Où est-ce que vous allez comme ça avec notre ballon? Revenez s'il vous plaît. L'affaire Mamani, comment avez-vous eu le culot de venir jouer aujourd'hui à une journée si mémorable? Comment? Une journée mémorable. C'est évident, Bouta, quoi, qu'ils accordent aucune importance à cette date qu'on célèbre chaque année au campus. Mais de quoi vous parlez? Sérieusement? Avez-vous donc oublié qu'on a choisi cette date pour célébrer la paix et l'attente mutuelle au campus? Avec qui? Avec vous? Et après les affrontements violents qu'on a eus entre nos deux équipes. On s'en fout de cette journée à la con qui n'apporte absolument rien de concret. On s'en fout? Sérieux? Ouais, on s'en fout. Très bien dit. À quoi bon participer à cette cérémonie hypocrite où tout le monde chante la paix, alors qu'en réalité, rien n'est fait pour que la paix soit rétablie. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. C'est exactement ce genre de langage négativiste qui fait qu'on n'est jamais arrivé à une véritable paix au campus. La paix, mon œil. La paix ne se chante pas, mec. Elle se vit concrètement. Elle se vit. À quoi bon participer à des cérémonies hypocrites où tout le monde chante la paix alors qu'en réalité rien n'est fait pour que la paix soit rétablie, s'interroge l'un des étudiants dans le précédent extrait. Lucien Ramazani, comment est-ce que le langage que nous utilisons dans nos discussions de tous les jours peuvent-ils influencer notre perception de la paix et aussi notre capacité à réaliser cet idéal de paix tant recherché? Je vous remercie. Nous sommes dans un milieu universitaire, selon ce que je viens de suivre, et il s'agit d'un jeu. Et comme toujours, c'est une interaction entre deux équipes, entre plusieurs personnes qui composent les équipes. Et donc, il n'est nul doute que l'homme est une espèce parlant, car nous tous, nous possédons la faculté d'exprimer des pensées à l'aide des signes articulés. Et donc, cette idée remonte à l'Antiquité et nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Même nos amis, ils ont exprimé leur lassitude par des mots et par un langage qui est bien précis. Alors cette idée affirme que l'homme étant un être de langage est aussi un être politique.
Donc la possession du langage que nous avons, nous, humains, se marque à ceci que l'homme s'adresse à ses semblables, au milieu duquel il vit, et peut aussi voir son comportement modifié par leurs paroles. On entend les messieurs disent qu'est-ce qu'il y a en jeu, et l'autre dit mais on célèbre la paix. À quoi bon? La paix, mon œil. Il y a une certaine forme de lassitude pour des personnes qui ont vécu dans un environnement très conflictuel, mais surtout un environnement où la solution à la confrontation, la solution au conflit, la solution à la guerre n'apporte pas même un temps de paix. Si bien qu'on demanderait même à Dieu, comme on le dit à la messe chez les catholiques, qu'il nous donne la paix, mais aussi il faudra qu'on demande qu'il donne du temps à la paix que nous essayons de construire. Vous décrivez une forme de lassitude et face à cette attente vis-à-vis de la paix, mais justement, de quelle manière est-ce que le langage que nous employons, les discours, les rhétoriques peuvent-ils impacter l'avènement réel de cette paix tant attendue? Lucien Ramazani. Alors, pour que les discours impactent notre manière de construire et de faire la paix, il faut que l'on arrive à comprendre qu'il y a notre existence politique suppose la délibération en commun et la persuasion réciproque. On comprend alors que la parole adressée dans une langue partagée et le langage que nous tenons a une emprise sur nous, mais aussi a une emprise sur l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Donc le langage n'est pas seulement un instrument de communication, mais aussi et surtout une puissance de manifestation des choses qu'on désire, des choses qu'on souhaite et des choses qu'on est en train de construire. Donc le langage a un impact de faire naître des choses et de les rendre réelles dans notre communauté d'humains. Et c'est comme cela que je dirais que le langage nous fait voir les choses. Le langage nous aide à chiffrer le monde, mais aussi nous aide à le déchiffrer. Mais il faut qu'on se rende compte de ce que peuvent les mots. Parce que les mots peuvent beaucoup de choses. Il suffit que j'écrive sur Twitter ou sur Facebook ou WhatsApp, que je poste une petite phrase qui n'a rien à voir avec la réalité et qu'il y ait des gens qui relaient cette information. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la construction de la paix, mais aussi sur la cohabitation entre plusieurs groupes d'humains. Lucien Ramazani, mais comment d'un point de vue philosophique peut-on distinguer une parole de paix d'un discours considéré comme dangereux ou haineux? Qui pour faire cette distinction et sur quelle base, sur base de quels critères? Alors il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte, mais avant d'y arriver, il faudra que je remarque que nos espaces publics ne sont pas solidement structurés au niveau idéologique. Et donc, ces espaces restent faiblement institutionnalisés et sont particulièrement démunis face aux rumeurs, lesquelles vont parfois interférer avec les processus de paix. Même s'il y a là des véritables motifs d'inquiétude, il y a les réglementations qui existent, mais elles ne sont pas toujours une solution efficace. Et donc, certaines d'entre elles peuvent même présenter des graves inconvénients. Et on a pu le constater à plusieurs reprises, et tout récemment sur la twittosphère, ce qui se passe entre une dame qui se dirait avoir une influence et un monsieur qui a subi quelque chose d'ignoble et qui était obligé, voilà, de sortir de sa réserve pour pouvoir dire ce qu'il a pu subir. Et à ce moment-là, il y a un critère qui nous est commun à tous, c'est d'abord avoir un esprit de doute et de se dire, voilà, il y a eu ceci qui s'est passé, mais est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que les sources de cette information peuvent être vérifiées? Est-ce qu'elles sont conformes? Et le deuxième critère, c'est de se dire, face à une personne qui témoigne devant une chose horrible qu'elle aurait vécue, il y a d'abord une attitude humaine, c'est de la compassion. On ne peut pas s'évertuer à dire qu'on a fait du mal à quelqu'un et à le dire tout haut sur des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux sans pouvoir mesurer l'impact que cela peut avoir sur la personne, sur sa famille et aussi sur les enfants, parce que des fois il s'agit des personnes adultes. Ceci dit, il y a quand même la tentation d'être manipulé par ce que les médias sociaux peuvent véhiculer.
Et cette tentation, elle est grande parce que ce soit du ressort de la politique, si je me base à ma langue, le Swahili, quand tu dis une chose qui n'est pas conforme, on te dit il est ni politique. Ça, c'est de la politique. Comme si la politique serait les milieux favorables où le mensonge, où tous les coups sont permis. Et donc, il y a nécessité qu'on puisse avoir des critères ou rendre un peu moral et éthique nos espaces publics et politiques. Merci beaucoup Lucien Ramazani pour cette première analyse. Je vous propose de passer à un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants. On va cette fois-ci explorer les répercussions que peut entraîner un langage inapproprié dans une société en quête de paix comme la République démocratique du Congo. On écoute. Waouh, merci pour la leçon des chers grands partisans de la paix. Ah oui, en tout cas, boycotter cette cérémonie est vraiment la meilleure façon de vivre concrètement la paix. Bravo à vous. Je croyais ce que vous voulez, mais sachez seulement que nous n'allons jamais cautionner ce langage biblique où on prêche la paix en public tout en attissant le feu dans les coulisses. Oui. En quelque sorte. Oui, mais pourtant nous étions toujours prêts à faire la paix avec des traîtres comme vous. Et ça au nom de la stabilité au campus. Attends, tu nous traites de récit. Traître, nous. Oui, Contrôle tes langages. Vous savez quoi? Voilà pourquoi nous n'allons jamais nous laisser dorloter par des soi-disant mots doux parlant de la paix, alors que les mêmes nous traitent des traîtres, des hypocrites. En tout cas, tout ça, c'est dommage. Vous êtes des traîtres. Oui, vous êtes des traîtres. Des ennemis de la communauté universitaire. La preuve est que vous avez horreur d'une cérémonie officielle pour la paix, justement parce que vous savez bien votre degré de barbarie et ce que vous avez fait dans le passé. Attends, quoi? Je viens dit votre degré de barbarie et ce que vous avez fait dans le passé. Attention à toi. Attention à toi. Contrôle ton langage. Attention à toi, je te dis. Vous avez tu vas faire ça. Nous n'allons jamais nous laisser dorloter par des mots doux parlant de paix alors que les mêmes personnes nous qualifient de traîtres, lance l'un des étudiants dans le précédent extrait. Lucien Ramazani, selon un adage, la plupart des conflits commencent par des échanges verbaux entre les belligérants. Quels sont les dangers potentiels d'un langage agressif, méfiant ou polarisant dans le contexte d'un pays post-conflit en quête de paix comme la République démocratique du Congo? Dans le contexte qui est le nôtre, il faudra qu'on prenne la mesure de ce que produisent des mots, mais aussi la mesure du fait que si nous colportons une rumeur, cela peut avoir des conséquences néfastes dans la construction et dans le processus de construction de paix. Je ne dis pas que les mots doux sont à éviter, mais j'appellerais beaucoup plus à une forme de communication non violente. On peut bien exprimer son malaise, on peut bien exprimer son désaccord dans des mots bien c'est l'autre, sans polariser le débat vers des extrêmes. Parce qu'il y a la tentation des extrêmes et une certaine forme de lutte d'identité qui font que, appartenant à telle ou telle autre communauté, je peux aussi manipuler l'opinion en ne voulant pas écouter l'autre part de vérité qui peut exister dans l'échange que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et donc, c'est à ce niveau-là que j'appellerais beaucoup plus à prendre en compte le fait que il y a une certaine forme de guerre des récits. Si on voit bien nos espaces publics, il y a une forme de guerre des récits. On la voit présente dans notre région des Grands Lacs. Parce que si on va sur un campus, les contextes s'y prêtent, et qu'on interroge un étudiant qui se trouve sur le campus de Kinshasa, on comprend qu'il y a d'abord cette notion, il y a battu à Mbokana, battu à Kinshasa, battu à Kinshasa. Ce qui crée une nette continuité de la logique coloniale de division entre les civilisés et les non-civilisés. Et ensuite, il suffit de demander à quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit
vous, monsieur le journaliste, ou quelqu'un d'autre, et lui demander, mais d'où vous venez? De l'Est, il y a un adage en lingala, Bino Batu à Est, pour être assimilé aux gens qui auraient trahi la République, juste par le fait que la personne vient de ce côté-là. On voit très bien que nos espaces publics sont polarisés entre ceux qui sont d'eux et ceux qui ne sont pas d'eux. Justement, quels sont les dangers de ce type de langage polarisant, Lucien Ramazani? Ben, les types de dangers, c'est ce qu'on a écouté. On peut boycotter des cérémonies, on peut boycotter les espaces de négociation, on peut cautionner des propos qui peuvent nuire à tel groupe ethnique plutôt qu'à tel autre, au lieu de pouvoir amener les différentes parties prenantes à une certaine forme de discussion. Bien évidemment, il y a nécessité de fixer jusqu'où la censure peut aller. C'est toute cette question qu'on peut cautionner un propos aussi extrême que celui-là. Besoin de censure, oui. Mais jusqu'à quel niveau peut-on aller? Il y a en fait un appel de pouvoir aller dans l'équilibre et de ne pouvoir chercher que l'équilibre et la construction d'un vivre ensemble harmonieux dans un espace où il y a plus de 400 groupes ethniques, qui est le Congo. Lorsqu'on analyse les discours publics, les stéréotypes, les propos stigmatisants et les généralisations sont fréquents, quelles peuvent être les conséquences de ce type de langage sur le processus de pacification du pays? Alors, comme vous venez de le dire, il faut qu'on évoque toute cette question qui reste permanente, c'est celle de savoir comment on arrive à une certaine forme de pacification, en sachant que l'espace politique de la RDC est très polarisé. Et il faudra qu'on note aussi qu'il existe évidemment des mensonges flagrants et des menteurs compulsifs qui doivent être dénoncés par tous les moyens que les médias, mais aussi que la justice nous offre. Alors, je suis personnellement préoccupé par une dégradation plus subtile de la vie politique qui est favorisée par ceux qui se méfient de la rhétorique ou du langage, de la manière de pouvoir parler. Tout récemment, sur un plateau de radio dans la capitale congolaise, on a entendu un acteur politique dire il y a une manière de finir cette question de la guerre de l'Est, c'est de faire ceci. Nous sommes une partie de la solution. Je suis très bien d'accord qu'on est une partie de la solution. Mais comment nous procédons si nous excluons? Comment nous procédons si d'ores et déjà nous avons des coupables? Alors que nous supposons que des coupables peuvent être de part et d'autre. Alors il y a une forte nécessité de pouvoir s'asseoir et de pouvoir mettre une forme d'intelligence commune, parce que de l'intelligence, il en faut pour construire un pays et pour pouvoir la pacifier. Merci encore une fois, Lucien Ramazani. Vous appelez de vos voeux à un espace public qui fait appel à plus de réflexion. Je vous propose de passer au dernier extrait de notre feuilleton radiophonique pour voir finalement quelles leçons les étudiants tirent de ce type de langage polarisant. On écoute. Tu vas me frapper. Du calme, les gars, du calme. Faisons quand même preuve de maturité, les gars. Est-ce que vous vous rappelez au moins pourquoi il y a cette journée de paix et d'entente mutuelle? Mais rappelle-le à ton ami Kitoko. Ne cite pas mon nom. C'est elle qui semble l'avoir oublié ici. N'est-ce pas parce que les paroles étaient tellement violentes qu'on avait peur des actes de violence ici? On avait besoin d'un acte symbolique et une attente illustrée par cette cérémonie. J'ai dit, ça fait combien d'années qu'on célèbre ça? Ça fait combien d'années? Nous, on s'attendait à plus qu'une cérémonie pour montrer que ces paroles ne s'utilisaient plus. Et toi alors, quand tu nous accuses d'être des traîtres, tu voulais être plus concrète en faveur de la paix? Pardon. En tout cas, justement, moi j'ai seulement utilisé ces paroles, mais c'est Mbouta qui s'est permis de sauter sur moi pour m'attraper. Faisons attention.
Savez-vous que la plupart des conflits qui aboutissent à la violence commencent toujours par des paroles qui ne respectent pas les autres? Je crois que tu as raison, hein, Manu, tu as raison. J'ai raison. Le jour de l'affrontement, tout avait commencé par un échange de paroles provocatrices. Et finalement, ça avait dégénéré en affrontement violent. À quoi ça sert finalement de parler de la paix si en même temps, nous continuons à nous lancer des paroles de provocation ou même de haine? C'est vrai. La paix commence par changer de langage quand on parle des relations entre nous. Exactement. Oui. Des paroles comme ennemis, traîtres, nous les bons et les mauvais ne font pas partie du langage de la paix. Nous devons changer ce langage. Nous devons changer de langage, finit par reconnaître l'un des étudiants dans ce dernier extrait. La célébration de la Journée internationale de la paix ne devrait-elle pas finalement être l'occasion de sensibiliser à l'idée que la paix commence par des paroles bienveillantes plutôt que des accusations, des insultes ou des discours belliqueux comme on les voit souvent dans notre espace public, Lucien Ramazani? Oui, comme disait un des intervenants, pas d'acte symbolique. Mais je suis contre cette idée. Et bien évidemment, dans nos espaces publics, on a besoin des actes symboliques. On a besoin, les symboles ont leur place dans notre espace, dans l'espace public. D'où la nécessité de pouvoir, construire ce qu'on appellerait un contrat social. Là, je fais appel un peu à Rousseau, par opposition à ce qu'il nomme un état de nature, parce que l'état de nature renverrait à l'absence de loi, à la jungle, à l'injustice, à l'iniquité, et appellerait beaucoup plus à la loi du plus fort. Ça veut dire que moi, je peux me rendre justice face à vous, monsieur le journaliste, ou face à madame la journaliste. Les symboliques sont importantes, dites-vous, Lucien Ramazani, mais comment passer du symbole à la réalité, à la concrétisation finalement de cette paix que nous recherchons tous depuis 3 décennies dans ce pays, Lucien Ramazani? Oui, la construction, passer du symbolique à la réalité, justement, ça passe par le langage, comme vous le disiez au tout début de l'émission. Et je disais tantôt qu'il faut un nouveau contrat social. Et ce contrat social renvoie à la mise sur pied, pour une vie plus harmonieuse, des règles communes imposées à toute personne partageant le même idéal de vie dans le pays qui est le nôtre. Et en cela, il est plus facile de sanctionner ceux qui délibérément ou non se mettent en marge des lois établies et les bafouent. Donc, on peut rappeler que nos sociétés où les lois essayent un peu de se matérialiser depuis des années, il y a du chemin à faire entre l'idéal que nous poursuivons et la réalité. Et dans le contexte qui est le nôtre, où l'oralité occupe une place très importante, la question de la promesse, de la parole que l'on tient, elle est importante. Parce que si nous interrogeons nos cultures, lorsqu'on donne une parole, on doit la tenir. Comme disent, je crois que ça doit être chez les Baches, on peut se tourner sur son lit, mais on ne peut pas se tourner autour de la parole qu'on a donnée. Donc il faut qu'on retrouve cette question de la parole d'honneur. On a vu dans les contextes, que ce soit des contextes d'élections politiques, combien de promesses ont été tenues, combien ont été réalisées. Et donc, la place de cette symbolique, c'est de nous rappeler que nous avons donné notre parole et que nous avons l'obligation de pouvoir la tenir. Bien évidemment, en construisant, en répondant aux besoins qui sont les plus élémentaires et les besoins fondamentaux des différentes communautés, des différents groupes ethniques, qui est dès le départ, dans beaucoup d'endroits où on est passé, c'est de dire la terre, la question de la terre. Il y a des conflits autour de la terre et on ne se préoccupe pas de ces questions, mais on est dans des villes qui sont polarisées sur les questions et des conflits qui sont fonciers. D'abord, comme on dit toujours, celui qui hérite la terre, il s'est construit la vie là où il a cette terre, mais aussi, ça lui permet de participer à une vie publique aisée et apaisée. Et donc, pour moi, il y a tout un chemin à parcourir. Voilà, mais une question sous forme de vœux pieux pour vous. Quel résultat peut-on espérer sur nos sociétés si, au-delà de la célébration de la Journée internationale de la paix, les paroles de paix prennent réellement le dessus sur les rhétoriques violentes et clivantes?
ces vœux, il n'est pas si pieux que ça. Je crois que nous construisons nos existences de vie sur des idéaux. Il faut un idéal de vie. Et un idéal de vie, il s'est traduit au niveau local, au niveau provincial et au niveau national. Quel est cet idéal de vie que nous voulons, auquel nous aspirons? C'est de pouvoir créer des espaces vivables. C'est de pouvoir faire à ce que la vie de tout un chacun compte. On est dans des contextes où certaines vies sont invivables. Je ne sais pas pour ceux qui peuvent passer même 15 minutes dans des camps qui sont à Goma, mais ces vies-là, elles ne sont pas vivables. Et c'est à se poser la question, quelle est la responsabilité? Comment construire un espace où chacun aurait la possibilité de se mouvoir, où chacun aurait la possibilité de pouvoir rêver, où chacun aurait la possibilité de pouvoir dire « j'aimerais être Premier ministre de ce pays ». Et je pense que ces vœux, il n'est pas si pieux aussi longtemps que nous considérons les enfants des autres comme étant nos propres enfants, parce que nous faisons pays ensemble et nous faisons communauté ensemble. Merci encore une fois, Lucien Ramazani. Une dernière question pour vous, vous qui êtes enseignant à l'université officielle de Bukavu. À quel niveau il faudrait commencer à apprendre ce langage de la paix? Est-ce dès le bas âge, à la maison? Est-ce à l'école ou plutôt à l'université? Votre question soulève une question très importante en philosophie, c'est la question de la responsabilité. Et lorsqu'on parle de la question de la responsabilité, l'exemple que certains philosophes prennent, c'est l'exemple d'un enfant qui vient de naître. L'enfant, en naissant, il vous investit responsable de ce qu'il deviendra. Et donc, si cela est le point de départ, on comprend facilement que la responsabilité nous incombe à nous, parents. La responsabilité incombe à nous, éducateurs. La responsabilité incombe à nous comme acteurs politiques. La responsabilité incombe à toute la communauté et à toute la nation. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait se poser la question, quelles sont nos politiques de pouvoir encadrer ces enfants? L'école maternelle, quelle est la vision que nous instillons dans notre société pour que chaque enfant, à partir de l'école maternelle, je commence même au milieu, à partir du berceau de ses parents, il puisse apprendre ce que ça veut dire vivre en paix avec l'autre, qui forcément n'est pas de ma tribu. D'où l'appel que je ferai, c'est que si on veut construire un pays sur un idéal de paix, il faudra que nous tous, nous puissions sortir de notre tribu pour construire une nation. La sortie de la tribu est la condition sine qua non pour moi. En tout cas, c'est là peut-être que ça serait un vœu pieux de sortir de sa tribu pour que chaque personne que je croise soit la bienvenue à côté de moi, au milieu de nous, mais aussi dans notre nation. Merci. Et qu'on arrive à former une nation, voilà, à l'idéal qui est toujours utopie. Arc-en-ciel comme c'était les vœux en Afrique du Sud. Merci beaucoup Lucien Ramazani pour vos contributions à cette émission. Ces réflexions nous rappellent que la paix commence par nos mots et nos actions quotidiennes, Gisèle. En effet, Poli, la paix n'est pas seulement un idéal à atteindre, mais un engagement quotidien. Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire cet édifice de paix et il est de notre responsabilité de choisir celle qui favorise l'harmonie. Merci encore une fois à notre invité et merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui explore l'impact des mots sur notre société. Ce magazine hebdomadaire est proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez-nous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro de ce magazine. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode sur nos ondes samedi à 11h05 et 19h05 ou à tout moment sur www.radiookapi.net et à barrierdc.net. N'hésitez pas de nous faire part de vos réactions et commentaires sur nos pages Facebook, X, anciennement Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et à Bari RDC. Merci encore une fois et à bientôt. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.